Pourquoi donc j'ai voulu faire voilà, Darwin a eu 200 ans en 2009. Et à cette occasion, il y a une bonne association d'astrologie de Nice, le rendez-vous astrologique, ce n'est pas mon association, qui a proposé un voyage à un musée de la préhistoire qui est dans le Var, à 15 francs. Et alors, quand j'ai été dans ce musée, j'étais de suite éblouie par la présentation du voyage de Darwin, comme vous voyez. Oh, j'ai dit, ça c'est un sujet d'astrocartographie, mais au début, je n'ai pas bien compris ce que je pouvais faire. Au début, je m'étais branchée sur les animaux qu'il allait rencontrer, etc., la correspondance planétaire, puis ça ne marchait pas. Et puis, je connaissais bien de la vie de Darwin. Et alors, j'ai cherché le fameux journal de ce voyage sur le Beagle. Ça a été très dur, il n'est pas publié en français, ni même en anglais. J'ai dû retrouver une très vieille édition de 1900, du début de 1900. Enfin, au bout d'un an, je l'ai trouvé, et donc, l'année passée, je me suis attaquée à ce document en anglais, pour noter tous les voyages, ce qu'il avait rencontré dans les voyages, et je me suis rendu compte, c'était surtout son ressenti que je pouvais montrer en astrocartographie, en fonction de ces lignes planétaires. Voilà. Alors, en gros, voilà le voyage. Ils sont partis d'Angleterre, ils ont descendu, vous verrez le détail, la côte africaine, puis la côte américaine, sud-américaine, ils sont remontés de l'autre côté de la côte, au Galapagos, et là, je reprends l'autre côté, ils ont traversé le Pacifique, ils ont fait la Nouvelle-Zélande, l'Australie, ils sont retournés donc par l'île Maurice, le Cap, de nouveau un petit coup à Bahia, et puis ils ont remonté tout au long, jusqu'en Angleterre. Donc voilà. Alors donc, je veux quand même, mais je ne m'insisterai pas parce qu'on n'a pas le temps, vous dire quelques mots, que vous voyez quand même le thème de Darwin. Le thème que je vous ai présenté, il est en domitude. Pour quelle raison? C'est parce que l'astrocartographie tient toujours compte des positions in mundo. C'est-à-dire, elle tient compte, comme on a vu ce matin, on en a déjà parlé, de la latitude des planètes. C'est important parce qu'il a une planète qui est en très forte déclinaison, c'est la Lune. Donc, comme vous voyez, en domitude, la Lune est en maison 12. Tandis que si vous faites le thème de Darwin, vous la trouverez en maison 1. Bon, je vous donne... il est né le 10 février, donc à 1809, à 5h58 légal, ce qui fait en temps universel 6h09. Il y a 11 minutes d'écart par rapport au Greenwich. Il est né à Shrewsbury, donc à 52 latitude nord à peu près et 2 de ouest. Donc, voilà en gros son thème. Qu'est-ce qu'on voit a priori? Qu'il y a une dominante des signes d'eau dans son thème, avec ce poisson. Une dominante des signes d'eau et des signes mutables. En fait, on verra après avec Katana, donc il a un carré Mercure à sa conjonction Saturne-Neptune en maison 10. Et donc ça, c'est une explication fondamentale de la façon dont il a mené sa vie. Donc c'est intéressant, après vous pourrez le développer quand vous aurez assisté au cours d'année. C'est pas toujours facile de faire sa place quand on a cette conjonction Saturne-Neptune dans la maison 10. Surtout quand on a un Mars en balance, vous savez qu'à cette position, l'action. Donc je n'insisterai pas trop sur tous ces détails, vous les retrouverez dans le document. Je passe donc dessus.
avant d'aborder l'astrocartographie, je voulais vous montrer, donc, il a en planète de premier niveau de chaîne un Jupiter bien placé, donc quand même lui conférait, il était bien dans sa peau, lui. Et il a fait la fameuse réception mutuelle. Je vous dis tout de suite que dans le document, j'ai fait une erreur, j'ai mis interception au lieu de réception. Donc, la réception mutuelle Mars-Vénus, hein, qui est signe de passion. Hein. On a vu ce matin n'importe comment. Oui, lui, ça a été appliqué à la science. Hein. Il faut bien faire attention quand on parle de Vénus. Hein. Ça peut être des choses complètement différentes de la science. Hein, ou des amours, je veux dire, ça peut être d'autres passions. Et c'est mon cas aussi. Bon, il avait donc, dans le thème, on le voit précédemment, il avait une interception dans l'axe 1,7 du Soleil. C'est un marginal qui s'enferme dans son monde, hein, et qui a du mal à harmoniser les relations. Donc, dans la vie, il aura beaucoup de mal. Et d'ailleurs, son Mercure, qui est en aspect avec la conjonction au milieu du ciel, Saturne-Neptune, montre bien qu'il avait du mal. Et on le verra au cours de ce... Alors, je suis très fanatique aussi des déclinaisons progressées. Il n'a pas la planète hors limite, mais sa Vénus deviendra hors limite de déclinaison à partir de 1857. C'est-à-dire 2 ans avant la publication sur l'origine des espèces, qui va faire sa gloire, etc. Donc là encore, on voit le pouvoir des planètes hors limite quand elles arrivent, soit en natal, soit plus tard en déclinaison. Bien, alors, on aborde tout de suite l'astrocartographie. Alors, dans un horoscope habituel, vos planètes ne sont pas toujours dans des angles du ciel, malheureusement. Ça serait trop beau si on avait toutes les planètes aux angles du ciel. Alors, par contre, en ACG, donc justement, elles ne sont placées que aux endroits où ces planètes, dans votre thème, devraient être aux angles du ciel. Alors, par exemple, chez Darwin, il est né donc en Angleterre, vous voyez, et puis on a vu que dans la carte, il avait Saturne, Neptune, près du milieu du ciel. Hein, donc là, ça correspond. En fait, il a eu la gloire et tout ça quand il est rentré chez lui et qu'il a fait ce document sur l'origine des espèces. Hein. Mais on verra aussi que d'autres positions comme celle-ci, de Saturne et Neptune, qui sont à l'ascendant, lui ont permis de comprendre ce qu'était donc son principe de l'évolution des espèces. Alors, donc l'astrocartographie, c'est représenté par des lignes, soit des lignes verticales du milieu du ciel, soit des lignes de fond du ciel. Alors, le logiciel anglais, donc, qui a écrit IC, hein, donc c'est du latin, et qui représente les lignes droites. Mais à côté des lignes de l'ascendant et fonction de l'heure, donc il y a des grands changements dans l'ascendant et descendant. Alors, ce qui est en blanc, ce sont les lignes ascendantes des planètes. Ce qui est en noir, ce sont les lignes descendantes des planètes. Voilà. Quoi encore vous dire? Ah oui. Pour me diriger dans les interprétations, voir un petit peu, comme j'ai fait un thème d'astrocartographie, mais là, ça n'a pas été le cas parce que j'ai suivi vraiment le trajet. Je suis les directives d'un astrologue qui était spécialisé en astrocartographie, qui s'appelle M. Couteau. M. Robert. Il estimait que il était important de voir dans le thème quelle était la planète la plus aspectée et la moins aspectée. Bon, je ne vous montre pas comment je fais ça avec Auréas. Il y a une fonction qui me permet d'avoir tous les aspects, y compris les aspects mineurs. Couteau fait un principe des aspects majeurs, des aspects mineurs, des aspects ascendants au EMC, et il prend les 3 chiffres qu'il trouve
pour donner un chiffre à la planète. Et comme ça, on se rend compte de la planète la plus ou moins inspectée du thème. Alors, je ne vous dis pas, la planète la plus inspectée, ça a été Saturne. Ça a été Saturne, et puis n'importe comment, il y a Neptune qui est conjoint à Saturne, donc qui est important dans son thème. Alors, par contre, la planète la moins inspectée, c'est Jupiter. Or, Jupiter, on a vu quand même que c'est une planète chez lui qui est importante, elle est en premier niveau de chaîne. Hein? Mais il y avait du retard avec ce Jupiter pour qu'il puisse s'épanouir, etc. Donc, et s'imposer sur le plan donc, de son travail. Alors, il y a aussi... il a de la chance, parce que cette planète la moins inspectée, Jupiter, on verra qu'il va suivre beaucoup des positions jupitériennes. Et c'est ce que Cousteau appelle la planète transcendantale, c'est-à-dire une planète qui est plus dans l'évolution du spirituel que du matériel. Donc, du spirituel ou de l'intellectuel, bien sûr. Et on comprend qu'en ayant suivi ces lignes, il ait pu arriver, malgré tout, à trouver ce qu'il recherchait. Alors, en astrocartographie, il y a ces lignes, hein, vous avez compris. Parfois, vous cherchez votre ligne au milieu du ciel de telle ou telle planète, elle est en plein milieu du Pacifique. Donc, à moins qu'il y ait une île perdue, je ne vous conseille pas d'y aller pour pouvoir réussir professionnellement. Alors, il y a d'autres choses en astrocartographie. Il y a ce qu'on appelle les parents. Les parents, comme vous voyez, sont des zones très puissantes de l'astrocartographie. On appelle ça parent ou carré mondial ou cosmique. C'est tout simplement le croisement de deux lignes planétaires. Je vous donne l'exemple. Là, par exemple, il y a la ligne de la Lune à l'ascendant, hein, vous voyez, la ligne en blanc sur... Et puis, regardez, il y a Mars au milieu du ciel. Et ils se croisent à cet endroit. On va passer en bateau sur cet endroit tout à l'heure. Donc cet endroit, c'est quelque chose de très puissant. Et l'avantage de ces croisements, c'est qu'ils sont importants sur toute la latitude. Sur toute la même latitude. Et comme vous voyez, ce croisement, il va passer par les îles Galapagos, où nous verrons que c'est là qu'il y a eu vraiment la révélation de son système de l'évolution des espèces. Bon, alors donc, c'est des énergies très fortes et très puissantes hein, quand on est sur des parents. Alors, il y a l'astrocartographie, il y a également ce qu'on appelle l'espace local. C'est-à-dire, à partir de votre lieu de naissance, hein, la technique consiste on projette les planètes sur l'horizon en utilisant l'azimut et la latitude. Et donc, ce sont des lignes, c'est votre thème si vous voulez, donc vous pouvez le faire vous-même. En posant votre thème sur une map ronde, vous voyez la direction de vos planètes. Mais la direction, ça le fait tout autour de la Terre. Alors, l'espace local, vous voyez, c'est toujours des lignes donc, qui tournent tout autour de la Terre. Et on verra que, donc on n'appelle pas ça des lignes, on appelle ça des routes. Tandis que les lignes, c'est les lignes de l'astrocartographie que je vous ai montré précédemment. Alors, vous voyez, on a dans les interprétations d'astrocartographie, les lignes, les croisements, les parents, et même les biparents. Les biparents, c'est quand une route croise une ligne quelconque. Autrefois, je n'en tenais pas compte, et j'ai vu qu'il y avait un astrologue américain dans l'astrocartographie qui utilisait, il appelle ça les biparents, et qui les utilisait. Je n'avais jamais osé, puisque je n'avais pas vu que c'était possible. Mais maintenant, je le sais. Bien. Alors, on débute notre voyage. Donc, ils sont descendus, vous avez vu dans le premier schéma, ils sont descendus d'Angleterre, et ils sont passés premièrement par les îles Canaries. Bon.
C'était la route de Mars de Darwin. Hein. Et Mars est en forte relation avec l'histoire naturelle, les sciences naturelles. Donc, avec son interception Mars-Vénus, vous voyez la passion tout de suite qui s'est développée de l'histoire naturelle. Et il était sur la ligne de Mars, donc vraiment, la route de Mars plutôt, donc on va le voir après. Il était également sur la ligne de la Lune à l'ascendant, donc toujours un fort ressenti émotionnel, beaucoup trop fort. Hein, et c'était pour lui la toute première fois. Alors vous savez, quand tout, la toute première fois, c'est la première fois qu'il voyageait. Donc la toute première fois, c'est quelque chose de magnifique. Et il parle par exemple du lever, dans le livre, du premier lever de soleil qu'il a vu sur le pic de Tenerife, hein, la plus belle des îles du Cap-Vert. Je le connais, j'ai vu aussi le lever de soleil là-dessus, et c'est sûr que c'est quelque chose de magnifique. Alors, donc, ensuite, il a fait l'archipel du Cap-Vert, qui est en dessous, hein, on le verra tout à l'heure. Alors, là, il a une terminologie dans son autobiographie terrible. Il dit, il me vint à l'esprit que je pourrais peut-être écrire un livre sur la géologie des divers pays que je visiterai, parce que lui, il n'avait pas, comme quand on est en mission, on a des temps de référence qu'on doit bien réaliser, il pouvait faire ce qu'il avait envie. Et il dit, et cela me fait frémir de plaisir. Alors là, on voit vraiment Mars en réception mutuelle avec Vénus. Hein. Donc, ça, c'est très... Je connais aussi très bien, j'ai travaillé dans toutes ces îles aussi, donc je connais très bien, c'est vraiment des endroits qui sont très agréables. Alors maintenant, voyons la carte. Hein. Alors, aux Canaries, ils n'y sont pas arrêtés. Ils ne sont pas arrêtés, voyons les lignes. Ils ne sont pas arrêtés parce qu'en Angleterre, il y avait une épidémie de choléra. Donc, ils n'ont pas voulu... les autorités n'ont pas voulu qu'ils s'arrêtent. Hein? Normal. Hein? Et donc, on voit là qu'il y avait Uranus au milieu du ciel. Vous voyez? Qui marchait. Et avec ça, il y avait la route d'Uranus. De ce côté-là. Donc, entre la route d'Uranus et Uranus au milieu du ciel, il y avait la position de ces Canaries. Donc on comprend, donc un coup imprévu, ce n'était pas le coup de DSK, mais c'était aussi un coup imprévu avec Uranus. Ensuite, il a mis les voiles, vous voyez, sur le Cap-Vert. Sur le Cap-Vert, c'était la route de Mars. Hein. Et là, il a fait vraiment ses premières observations en tout, en géologie, en écologie, en biologie. Il a fait ses premières observations intéressantes avec Mars et les effets d'Uranus plus éloignés que les Canaries. Bon, ensuite, nous descendons et nous arrivons sur où il devait faire le travail pas d'astrocartographie, mais de cartographie. Et les deux premières choses sur lesquelles il a atterri, hein, c'est justement, vous voyez, au niveau du parent Mars au milieu du ciel avec la Lune à l'ascendant. Hein. Et donc la route de Mars, c'était des escales très rapides, 2 escales très rapides qu'il a fait là. Hein. Et hein, voilà, on a la route de Mars, et toujours avec cette Lune à l'ascendant, donc qui rendait toujours dans l'émotion, dans l'extase de voir des choses comme ça pour sa première fois. Il y avait le parent à ce niveau-là que je vous ai montré dans l'autre, mais je ne l'ai pas mis ici parce qu'il faut faire attention en astrocartographie, on a facilement beaucoup de gribouillis, tout se mélange et on ne voit plus rien. Donc je n'ai pas mis ce fameux parent que je vous ai montré précédemment. Donc une grande difficulté à contrôler ses émotions parce que vraiment tout ce qu'il voyait pour la première fois, c'était quelque chose de fantastique pour lui. Ensuite, là, il a pris connaissance aussi sur le plan émotionnel, outre tout ce qui est la végétation luxuriante qu'il ne connaissait pas, mais la condition des Noirs en esclavage encore. Hein. On était sur la fin de l'esclavage, mais bon, hein, il y avait encore beaucoup de...
et ça le révoltait complètement. Et avec Mars, justement, avec son commandant, qui faisait l'éloge de l'esclavage, ils étaient tout le temps en train de se chipoter, de se chamailler. Alors, ensuite, il est descendu à Rio de Janeiro, voilà, vous voyez. Donc, Rio de Janeiro, c'est toujours, avec la Lune à l'ascendant, la route de Mars. En fait, cette ligne va durer jusqu'à la moitié. Ce n'est qu'en Patagonie que ça va un petit peu changer. Alors, donc, il a fait un travail brillant, beaucoup de collectes, etc., de tout ce qu'il avait besoin. Toujours révolté contre la condition des esclaves, etc. À un moment, il a été proche de la ligne de Vénus au fond du ciel. Voilà, Vénus au fond du ciel, parce qu'il allait à l'intérieur des terres, hein, il abandonnait le bateau, etc. Et il a vécu quelque temps dans un très beau cottage, où il voyait d'ailleurs la colline de Rio, le fameux Corcovado. Et là, pour lui, ça a été un moment de plaisir, toujours avec Vénus au fond du ciel, un endroit qui est favorable, agréable, où on est heureux d'être présent. Bon, ensuite, c'est l'escale, je reviendrai sur la carte semblable. Ensuite, c'est l'Uruguay avec l'escale à Montevideo. C'est là qu'il a envoyé en Angleterre ses premiers spécimens. Il avait déjà fait une collecte vraiment très très importante, hein, presque parfaite de ce qu'il devait collecter le long de ce voyage. Mais là, il fait connaissance avec la Pampa, parce que là on est en descente, hein, sur l'Argentine, et il voit les fameux gauchos à cheval avec leurs immenses troupeaux, etc. Et bon, il regarde tout ce qu'il n'a pas vu. Donc, le maniement des lassos, des bouts de fer. Et c'était sur la route de Vénus au fond du ciel. Et voilà. Hein. Et c'est là, hein, donc, c'est là, en vidéo. Et puis, il a été à l'intérieur, près de Vénus au fond du ciel. Ça a été donc un endroit agréable pour lui, des lieux qu'il a appréciés. Alors, ensuite, il arrive à l'embouchure du Rio Negro, à Bahia Blanca. Oui, et là, il commence d'avoir la ligne de Pluton au fond du ciel, conjoint avec Jupiter au fond du ciel. Donc, il y aura du pour et du contre dans ce qu'il va voir. Il y aura aussi la Vénus au fond du ciel, qui ne sera pas très loin de ce qu'il va voir, là, c'est là. Hein, c'est toujours compliqué parce qu'il faut rechercher sur un atlas les degrés pour pouvoir les refixer sur la carte ensuite. Alors, là, il aura fait des découvertes de nombreux fossiles de grands animaux. À la jonction Pluton au fond du ciel, Pluton c'est les fossiles, et Jupiter au fond du ciel, c'est les grands animaux. Vous savez que ça représente les grands animaux. Donc, toujours ce parcours, il fera, donc il retrouvera des fossiles de grands animaux. Ensuite, donc, pas ensuite, mais en même temps, il arrive à Buenos Aires, la capitale, parce qu'il faisait des allers, des retours, etc., incroyables. Et alors, à Buenos Aires, il y a la beauté des signoritas qui l'ont subjugué. Et c'était tout près de la ligne de Vénus au fond du ciel. Alors on comprend la beauté dans le pays, hein, Vénus au fond du ciel. Par contre, avec les lignes de Jupiter et Pluton au fond du ciel, il va assister à comment on tue les animaux d'une manière très sauvage, donc pour nourrir les populations. C'était vraiment le type corrida. Et on se dit que vraiment, la corrida vient un petit peu de l'Argentine, parce que pour lui, ça a été vraiment quelque chose. En plus, il a dû subir une violente révolution, et le Beagle a été immobilisé au port de Montevideo,
Et lui, pendant ce temps-là, il repart à l'intérieur pour pouvoir de nouveau faire ses collectes de fossiles de tout ordre. Alors donc, ensuite, on arrive plus bas, on arrive à la Patagonie. Alors là, la Patagonie, regardez, c'est Pluton au fond du ciel, hein, surtout. Il n'aura pas bien aimé, il y a Jupiter qui agit. Alors, pour lui, c'est vraiment, la côte est un milieu plutonien. Il y a sécheresse du climat, il y a famine, il y a attaque des Indiens, qui n'ont pas permis aux colonisateurs de descendre plus bas. Encore maintenant, la Patagonie, c'est pas quelque chose de très développé. Hein, alors, là encore, il rencontre les fameux guanacos, ces lamas sauvages, qui sont quand même des gros animaux avec ce Jupiter, etc. Et avec Pluton, le fossile d'un très grand quadrupède qui a disparu. Donc, déjà, il s'est dit, tiens, sur le plan évolution, il y a... Ensuite, il va pour la première fois, il y est retourné 2 fois aux îles Falkland, là. Hein? Alors, donc, aux îles Falkland... Halloween. De nouveau, c'est pas très loin des autres lits, il ressentira à peu près les mêmes choses, hein, je passe dessus. Et puis, bon, il y a beaucoup d'aspects plutoniens durant toutes ces expéditions, donc il ne se sentira pas très chaud pour ces pays. Mais par contre, c'est là qu'il a connu un squelette d'un pachyderme complètement disparu. Alors là, bien sûr, ce Pluton a des avantages et des inconvénients, comme toujours, vous le savez. Alors, ensuite, celle de détroit de Magellan et la Terre de Feu. Je vous ai présenté ça parce que dans ce temps-là, on ne faisait pas des photographies, comme j'ai fait ce matin. Dans ce temps-là, il y avait toujours à bord des bateaux des dessinateurs, des peintres. Hein, donc là, un moyen que les peintres n'ont plus à notre époque, hein, c'est de pouvoir aller sur les bateaux faire des dessins. Alors, je vous ai montré cela parce que avec Pluton au fond du ciel, on a vu que Pluton au fond du ciel, c'est une zone peu recommandable, des difficultés à définir ce qu'on a autour de soi et à se contrôler, et il constate à ce niveau-là le cannibalisme chez les populations donc, existantes, parce qu'elles sont touchées par la faim, il n'y a rien qui pousse dans cette Patagonie. Et alors, il fait une remarque très amusante. Les vieilles femmes sont mangées avant les chiens, j'en ai pris pour moi, parce que les chiens attaquent des loutres, tandis que les vieilles femmes n'attrapent rien. Donc, il avait beaucoup d'humour. Donc, là, toujours, avec Jupiter au fond du ciel, toujours la route de Mars, il y avait l'esprit pionnier, la sélection génétique naturelle, etc., qui était présente à cette terre. Alors, la Terre de Feu, c'est des forêts inhospitalières avec ce Pluton au fond du ciel. Alors, je t'ai montré ce sauvage, parce qu'au premier voyage, ils avaient embarqué 3 sauvages pour les cultiver en Angleterre, pour leur donner la culture anglaise. Puis ils les ont ramenés pour voir comment ils réagissaient. Et là, des enchantements au bout de très peu de temps. Les 3 sauvages cultivés sont redevenus des vrais sauvages. Alors, pour Darwin, ça a été quelque chose. Il a dit, je n'aurais jamais pu penser combien était grande la différence entre un homme sauvage et un homme civilisé. Plus grande qu'entre un animal sauvage et un animal domestique. Et alors, il dit une chose épouvantable, à la Le Pen. Il remarque que la parfaite égalité parmi les individus composant les tribus fugiennes, c'est-à-dire du Sud, hein, est un facteur retardant leur civilisation, oui, puisqu'on nivelle. Hein? Et il dit ceux qui obéissent à un chef sont plus capables d'amélioration, oui, parce qu'ils sont obligés de marcher. Tandis que les autres... Donc, vous voyez, les théories de Darwin sur le plan politique est un peu... Bon, alors, maintenant on va remonter. Il y a le passage du détroit de Magellan. Hein,
Et il va la passer d'ailleurs 2 fois. Et vous voyez, c'est sous le signe de Mercure au fond du ciel. Hein? Et il semble donc, à ce moment-là, Darwin aura une bonne compréhension du passé, avec un Mercure au fond du ciel, maison 4, une bonne compréhension du passé. Donc là, ils vont rester assez longtemps, parce que ce Mercure, comme vous voyez, coupe la route de Vénus, donc pour lui, c'était quelque chose, une situation agréable. Et alors, il y a un fait qui est en relation avec ce qui se passe en ce moment, c'est que le volcan d'Orsono, dans les Andes, se met à cracher des torrents de fumée. Or, vous le savez, hein, le 4 juin de cette année, ce même volcan, qui est le puits Iou, je ne sais pas comment, c'est le fameux volcan d'Orsono, de la ville d'Orsono, qu'il a vu. Donc c'était sa première éruption volcanique à laquelle il assistait, donc vous vous doutez que pour lui, ça a été quelque chose de fantastique. C'était sur le parent, lune au fond du ciel, avec un Uranus à l'ascendant. Et en plus de ça, il y a eu un violent tremblement de terre, donc il a tout eu. Donc tout ce qui était... Alors là, sur le plan géologique, il s'est fait beaucoup de... beaucoup de choses l'ont passionné. Ensuite, il était très proche de la route de Vénus, ces endroits, Lima, tout ça, ça lui a bien plu. Et toujours avec Mercure au fond du ciel, il y a eu une très grande compréhension du passé, des traditions des Indiens, parce qu'il étudiait les ruines d'anciens villages. Hein? Donc, Lima, hein? Lima est là. Voilà. Et puis, ensuite, eh bien, c'est le plus intéressant pour Darwin, c'est les Galapagos, hein? Les fameux Galapagos. Où là, il y a, je vous l'avais montré tout au début, hein? 10 minutes, ça va. 10 minutes, c'est moins le quart. Parfait. Donc, c'est au Galapagos, qu'est-ce qu'il a retrouvé? Regardez, il a trouvé un soleil au fond du ciel, soleil au fond du ciel, là, juste. Hein, donc, un soleil en maison 4 au fond du ciel, donc pour lui c'était l'endroit idéal pour concevoir ces principes. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Le Saturne à l'ascendant, il y a hein, son fameux Saturne qu'il a dominant dans son thème, il l'avait à l'ascendant, donc une bonne structure de ce fameux Saturne Neptune en maison 10. Et là, bon, il a fait une collecte impressionnante de tout, et il a compris, c'est là qu'il a élaboré en fait sa théorie de la sélection naturelle. Il en parle beaucoup dans son livre à ce propos. Comme vous voyez, il y avait les parents que je vous ai présentés précédemment, hein, de Lune Mars. Vous me direz pourquoi il y en a 4. Il y en a 4 parce que là, on est à 0 degré de l'équateur. Donc il y a renversement après, les parents changent de position, hein, de l'ascendant en descendant, ils font les quatre tours. Et en plus, donc, les Galapagos ne sont pas loin des routes conjointes de Mercure et de Pluton. Hein. Voilà, c'est là, hein, les routes de Mercure et de Pluton. Donc, Pluton, c'était la découverte et Mercure, la compréhension. Donc, bon. Alors, après, en fait, la fin du voyage, c'est pour ça qu'on diminue ça. Ça va très bien. Ensuite, il va à Tahiti. Bon, à Tahiti, il a bien aimé Tahiti. C'est sur la route de la Lune. Hein, voilà, regardez. Donc, il avait un bon ressenti. C'est sûr, il y avait Jupiter au descendant, donc sa relation Jupiter au descendant, donc sa relation avec les Tahitiens, etc., les gens qu'il a rencontrés là-bas, était bonne. Il s'est fait beaucoup d'amis, de relations là-bas, à Tahiti, et il a été séduit par ce peuple charmant, dit-il. Alors, il était parti à la découverte de Tahiti, etc.,
Il y a un Pluton au descendant. Oui, Pluton au descendant. Hein. Et là, il a fait connaissance. Attendez, ah, oui, c'est là. Il a fait connaissance avec la fameuse plante enivrante, la vin, avec ce Pluton en descendant. Les missionnaires l'avaient éradiqué des zones habitées, mais les autochtones l'utilisaient toujours. Alors non, il y avait deux parents considérés. Il aurait pu prendre une addiction aux drogues à cet endroit, ou alors avoir une imagination débordante. Je pense que c'est surtout l'imagination débordante avec sa lune en maison 1 qu'il a eu. Bon, alors ensuite, ils sont partis sur la Nouvelle-Zélande. Ça ne lui a pas plu du tout, la Nouvelle-Zélande. Il y avait la ligne de Mars et d'Uranus. Hein, vous voyez, il y avait la ligne d'Uranus et la ligne de Mars. Et donc, il a trouvé que ces gens-là étaient sales et répugnants, les autochtones. Alors, le pays, à ce moment-là, était peu défriché à l'intérieur, c'est certain. Alors ensuite, il a accosté par contre à Sydney. Alors là, vous voyez, en pleine route de Vénus. Alors là, Sydney l'a subjugué par l'harmonie, le plaisir qu'il a rencontré, la beauté qu'il avait autour de lui. Hein. Bon, il lui a reproché seulement une chose, avec Mars au fond du ciel, c'est que c'était un pays fait d'anciens bagnards, donc martiens, et d'indigènes qui étaient décimés par les maladies et par l'alcool. Alors, vous savez qu'il existe la ligne de Darwin, mais ce n'est pas lui qui l'a fondée. C'est quelques années plus tard, en 1839, le Beagle a refait par là un voyage, et le commandant qui était alors sur le bateau, c'était pas le même, il a trouvé que cet endroit était charmant. En fait, c'est la ligne de Vénus au milieu du ciel de Darwin, vous voyez, comme des fois en astrocartographie, une ligne ne veut pas dire qu'on y a été, mais ça veut dire que la personne y a été, ou y a vécu, ou a dans son thème quelque chose de précis concernant cet aspect. Bref, le nom de Darwin a été donné. Alors ensuite, je passe rapidement. Ensuite, on en arrive à l'île Maurice, hein, qui est dans ces petites îles, dans ces archipels. Alors, il a été charmé par le paysage sur la route de la Lune, hein, donc on peut être charmé. Par contre, enfin, Mars au descendant, c'était pas mauvais, oui, Mars au descendant. En fait, le caractère français imprégnait encore la culture, mais vous le savez, c'était sous domination anglaise, et les Anglais avaient bien augmenté la prospérité du pays. N'importe comment, c'était un Anglais qui le disait, hein. Donc il ne voulait pas dire du mal de son pays. Ensuite, c'est le Cap de Bonne-Espérance. Alors pour lui, le paysage était déprimant, pour lui ça ne lui a pas du tout plu, hein, avec un Pluton à l'ascendant, vous voyez, Pluton est à l'ascendant, mais par contre il a rencontré un astronome et un philosophe anglais, Herschel, et coïncidence par la suite, ils sont enterrés côte à côte à l'abbaye de Westminster, en Angleterre. Donc, encore, la rencontre s'est faite à cet endroit-là pour la première fois, et après, ils se sont retrouvés autre part pour l'éternité. Alors, ensuite, il est passé par les îles de Sainte-Hélène et de l'Ascension, je ne l'ai pas marqué, c'est par là. Et il y avait des lignes du Soleil à l'ascendant. Hein. À ce moment-là, il a ressenti vraiment ce qu'il pouvait donner avec un soleil à l'ascendant, hein, ce qu'il était vraiment, et il a eu une certaine fierté donc de ce qu'il avait réalisé durant ce trajet, durant ce voyage. Voilà, et puis après il est remonté très rapidement par les îles pas par les îles, mais par le Cap-Vert, mais sans s'arrêter très longtemps. Alors le voilà
On le montre toujours en vieux barbu, ça m'énerve, moi je n'aime que les jeunes. Le voilà, son retour de voyage, il était beau. Hein? Hein? Très lunaire. Très lunaire. Alors, je vous dis, pour terminer, ça va, il dit dans son autobiographie, il estime que le voyage de Beagle fut de loin l'événement le plus important de ma vie et il a déterminé toute ma carrière, on s'en doute, avec tout l'enchantement que je viens de vous dire de ce voyage. Il dit ce voyage m'a conduit à approfondir plusieurs branches de l'histoire naturelle, ce qui a aiguisé des facultés d'observation déjà bien développées. Alors il raconte l'anecdote suivante. Que mon esprit se soit développé au cours du voyage me paraît profitable, si j'en juge d'après une remarque de mon père. Tiens, la forme de sa tête a complètement changé. Je sais pas du tout, il était devenu plus lunaire ou quoi. Mais c'était trop de remarques, bien sûr. Alors, il nous dira, j'ai énormément travaillé durant le voyage, pour le seul plaisir, là encore, on revient à un certain nombre de plaisirs. C'est pour ça que je l'aime, parce que pour moi, la vie ne peut se concevoir que dans le plaisir. Et donc, ce plaisir de la recherche, parce que moi je ne parle pas d'amour, hein, pas du tout, hein, poussé par un violent désir martien, bien sûr, d'ajouter quelques phénomènes. Alors, vers la fin du voyage, un scientifique avait dit à son père qu'il méritait de prendre place parmi les hommes de science importants. Voilà, je vous remercie.